J'ai beaucoup de difficultés à définir Maurice Brimbal. Ce ne fut ni un créateur, ni un artiste, ni un mécène, ni un poète, même s'il se livra quelquefois à l'écriture de textes en vers. Plutôt un initiateur, un passeur, un découvreur de talent, mais peut-être également rien de tout cela, simplement une idée de la culture, désuète aujourd'hui, un autre temps. Je vous écris cette lettre pour vous parler de ce personnage étonnant. Il s'appelle donc Maurice Brimbal. Je vais vous raconter son histoire, telle qu'on peut l'imaginer, écrite par un témoin de l'époque. Maurice Brimbal est né en 1877, l'année où Stevenson publie son Apologie des oisifs. Eh bien, Brimbal a eu la chance d'être le fils d'un tisserand de la rue de l'Indre. Brimbal doit avoir gardé dans ses gènes quelque chose de cette longue lignée. Et en particulier l'énergie, la ténacité et la liberté de l'esprit. Et ça, on va le retrouver chez Maurice. Peut-être a-t-il manqué à Brimbal d'aller jusqu'au baccalauréat et de s'initier à d'autres choses, peut-être même un peu à la philosophie, que sais-je. Il n'aura pas subi trop l'influence de l'enseignement, et même suivant l'appréciation de son dernier professeur, beaucoup d'imagination, mais trop de légèreté. Et ça, c'est Brimbal. Revenant un jour à Châteauroux alors qu'il n'a pas 20 ans, Brimbal se produit devant un public de jeunes gens, comme il l'a écrit d'ailleurs dans le Gargaillou. J'ai été copieusement mis en boîte. Ah oui, mais mes petits gars, mes petits copains, vous vous êtes bien payé ma tête l'autre jour, mais maintenant vous allez vous produire vous aussi. Et c'est là la naissance du Pierrot Noir. Au Pierrot Noir, on a retrouvé exactement tout ce qu'on faisait au Chat Noir, évidemment en réduction, si je puis dire. L'idée, c'est de se divertir, mais de se divertir de manière intelligente. Pouvoir dire à voix haute ce qu'on dirait qu'à voix basse dans la rue, pouvoir éventuellement pouffer de rire si besoin, pouvoir sentir qu'on a autour de soi un espace qui est silencieux, les murs n'ont pas d'oreilles au Pierrot Noir. On sait qu'il y aura un scandale, on sait qu'il y aura des rires plus ou moins intelligents, plus ou moins gras, plus ou moins... Mais on est rassuré parce que ce lieu est fermé, on est entre soi. C'est comme une société secrète qui ne se cacherait pas. Et puis, il y a une revendication d'indépendance intellectuelle aussi. On ne va pas consommer la même chose que le public qui va au théâtre, que le public qui éventuellement va écouter les chanteuses dans les cafés ou les petits cafés-concerts. Il y a cet esprit Montmartrois qui a pris le train et qui arrive à Châteauroux. Il y a une dimension mise en scène aussi. Et le Pierrot Noir va récupérer ce sentiment. On met en scène sa vie, on met en scène sa liberté, on met en scène sa pensée, on met en scène son ivresse aussi au besoin. Mais il y a quelque chose d'excessif. C'est-à-dire que dans un espace clos, confiné, ça déborde. Voilà, c'est ça un peu le Pierrot Noir. Il y a plusieurs théâtres d'ombre. Il y a l'ombre dite chinoise, avec un écran blanc et par derrière on projette des ombres plus ou moins grandes selon qu'on s'éloigne de la source de lumière. On va projeter des ombres qui sont découpées. On va mettre en scène un spectacle. Ce sont souvent des farces. Et puis il y a un pianiste qui improvise. Il fallait des pièces courtes, certains thèmes étaient plus appropriés, des épopées, des sujets militaires ou bien des contes, des légendes. Et puis, il fallait que ce soit très court, il fallait qu'il y ait beaucoup de mouvements. Tout ça va permettre des effets saisissants de mise en scène. Et puis ensuite, on va en discuter. Éventuellement, on va se moquer du spectacle, surtout s'il est un peu calotin. Un soir, en flânant au clair de la lune, les mains dans mes poches comme un père peinard, en passant devant la maison commune, je m'arrêtais là comme un vieux jobard. Le Pierrot Noir n'a pas toujours été bien perçu parce qu'ils s'en prenaient aussi un peu à des personnages influents. Enfin, on sent bien qu'ils ne le font pas pour la gloire. Ce qu'ils voulaient, c'était s'amuser et puis amuser les autres éventuellement. Les trois ouistiti aux gueules pleines de crasse étaient à la porte des water closets pour faire chanter de peur, car leur sale grimace empêchait de dormir le berger de Nivelles.
Il jonglait avec les interdits. À bas la commune, à bas le clergé, à bas la République, à bas tout, quoi. Les bureaux vous reçoivent comme à l'ordinaire. Ritard est toujours le plus charmant flic. Messieurs de la mairie nous prennent pour des poires. Et ils continuent à se foutre du public. C'est le lieu où on a la liberté d'expression. Et donc forcément, on va dans l'outrance. Et quand on a bu un coup, parce que le père Brimbal servait quand même des bons coups, d'une piquette qui, paraît-il, n'était pas terrible, mais quand on en a bu beaucoup, ça fait un effet formidable. Bon, évidemment, on va hurler dans la rue n'importe quoi et faire n'importe quoi. Et puis c'est formidable, on frôle l'interdit. Il suffit de dire blanc pour qu'ils disent noir, c'est normal, et il suffit qu'on ait entrevu un morceau de blanc pour que... Mais non, c'est pas possible. Ce sont des partitions de chansons créées par Maurice Brimbal, qui avait pour nom de scène Maurice Doré. Il en a créé un certain nombre. Là, ce sont des partitions de certaines de ses chansons sentimentales. Une époque, c'est la belle époque, disons. Puisque tes grands yeux pâles sont la hantise de mes chansons et de mes rêves, puisque mon cœur plein d'infini... Le retour du 90e régiment d'infanterie dans sa ville de garnison. Il y a là, ce jour-là, deux choses. C'est que, bien sûr, nous avons ces soldats qui sont heureux de rentrer, de revenir. Et puis, vous avez cette population pour voir défiler nos soldats, mais qui, bien entendu, ont leurs pensées pour ceux qui ne reviendront pas. On comprend que Maurice Brimbal a voulu garder une trace, c'est vrai, pour l'histoire, d'un moment important de la vie castelroussine, en correspondance avec une de ses activités entrepreneuriales, puisqu'il possédait déjà le cinéma à l'Olympia. Ce film, il nous donne une certaine image de ce retour. La manière dont il est filmé et monté s'efforce de donner aux spectateurs l'idée d'une communion et d'une unité retrouvée. 20 ans après, il dit « j'ai fait ce film ». J'ai fait ce film afin que lorsque tous, témoins et acteurs de la Grande Guerre de 1914-1918, nous aurons disparu, ces images animées puissent rappeler à nos enfants, avec les heures douloureuses et glorieuses, le souvenir de notre joie, au lendemain de la victoire péniblement mais justement gagnée. Techniquement, effectivement, le film est l'œuvre totalement de l'équipe Pathé qui est venue, mais on sent quand même une direction de la part de Maurice Brimbal sur les éléments filmés, donc les contenus, les lieux aussi de tournage, voir ce balcon au-dessus du magasin où s'est placée la caméra. C'est vraiment lié aussi à des relations que devait entretenir Brimbal. Et puis aussi, Maurice Brimbal, on le voit, à un certain moment, il est hors champ, on sent qu'il attire les regards, donc comme s'il était là pour diriger l'équipe qui tourne, ainsi que les personnages qui sont filmés. Et donc les visages se tournent vers un personnage hors champ, sourit, et pendant 1 ou 2 secondes, on voit apparaître un personnage qui semble être Maurice Brimbal. Ce qui est intéressant, c'est effectivement surtout le point de vue qu'il exprime. Sa dimension subjective où le point de Brimbal est non négligeable. Ce film qui est projeté, d'après les journaux, 5 jours après avoir été tourné, ce qui est quand même exceptionnel, et qui remplit pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, l'Olympia, avant de tourner dans le reste du département et de connaître un très grand succès, c'est effectivement la volonté de
de montrer à la population qu'elle doit être unie. C'est aussi un appel à l'unité. Cette vision de Brimbal, finalement, de la fête du retour du poilu, on peut la relier à ses entreprises ultérieures. Lui qui était quand même animé par le spectacle. On se souvient du Pierrot Noir, du Théâtre d'Ombre, etc. Il a compris ce qu'on pouvait faire avec le cinéma. C'est une photo du cinéma l'Apollo, tel qu'il devait être entre 1920 et 1930. Au niveau de son architecture, la salle ressemble à un théâtre. Il veut quelque chose qui soit imposant, voire majestueux. Donc il demande à Octave Ellan, qui va être l'architecte, notamment de construire une façade blanche avec des frises qui tout de suite on impose, qui soit belle effectivement. Et l'intérieur de la salle, il y a différents espaces, il y a des loges, il y a des espaces d'accueil, il y a une très grande salle, hein. C'est-à-dire qu'on sort des 100-150 places de l'Olympia Cinéma Palace pour une salle qui peut accueillir 1000 personnes, donc quelque chose déjà de très, très grand. C'est vraiment Maurice Brimbal qui l'a financé entièrement. Et donc, par souci d'économie, il a demandé à l'architecte de construire une façade en calcaire blanc de Chauvigny, donc une pierre un peu noble, et que par contre, tout le reste du bâtiment, il lui a demandé de le construire en béton armé. Octave Ellan trouvait ça assez peu digne de son travail d'architecte, de ne pas construire un bâtiment en pierre. Et la légende veut qu'il aurait dit à Maurice Brimbal que le béton armé n'était pas un matériau suffisamment solide et que la salle s'écroulerait au bout de 50 ans. Bon, l'histoire lui a donné tort. Il est toujours là. Ce nom déjà, pourquoi l'Apollo? Je pense à la lumière, parce qu'on retrouve la lumière partout. Et de fait, quand on regarde encore ce qui reste de l'Apollo, ces trois ouvertures, ces trois baies juxtaposées, le corps de bâtiment est ouvert à la lumière. Et puis ensuite, on est dans la salle obscure. Quand Maurice Brimbal fait construire l'Apollo, il ne fait pas construire uniquement une salle de cinéma. Il fait construire un lieu qui puisse s'adapter à différentes formes de représentation, notamment de représentation théâtrale. L'Apollo possédait une dizaine de décors à demeure. On avait un décor de bord de mer, un décor de ville, un décor de campagne. Ce qu'on voit, c'est un décor qui est en fait en trois parties. Une première partie qui est au premier plan, le plus près du bord de la Seine, côté jardin, donc une première série de bâtiments. Côté cour, une deuxième série de bâtiments. Et puis au fond, c'est un rideau peint qui permet d'amener de la profondeur au décor. Certaines installations pouvaient bouger pendant les représentations. Il y a toute une machinerie sur les côtés pour pouvoir permettre de déplacer tous ces décors. On est à droite de l'écran et c'est surtout le seul endroit où le nom de Maurice Brimbal apparaît encore. Donc là, c'est une vue de l'intérieur de la salle, prise depuis le balcon. Et on voit également qu'il y avait une scène qui était relativement grande, qui avançait à l'intérieur de la salle et qui permettait notamment de stocker, voire de cacher, les pupitres des musiciens qui venaient soit pour des spectacles lyriques, soit pour mettre en musique des projections de films muets. Cinq mois après l'ouverture de cette salle, il crée un journal.
l'Apollo Journal, journal qui avait totalement disparu. On ne connaissait même pas son existence. Grâce au travail de numérisation de la Bibliothèque nationale, on a pu redécouvrir en fait compte ce journal, qui est une mine d'or, parce que c'est une source d'information sur la vie de cette salle, sur sa programmation, voire même sur Maurice Brimbal. C'est lui qui l'écrit, c'est lui qui le conçoit, ce journal. On a des éditos, il explique pourquoi il choisit certains films et pas d'autres. Il parle également de l'état du cinéma français après la Première Guerre mondiale et que lui, ce qu'il veut, c'est permettre au cinéma français de renaître. Et donc, il choisira principalement des films français et beaucoup moins des films américains parce que ce ne sont que des westerns. Et surtout, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on ne vient pas voir un film, mais on vient découvrir un programme qui se compose de plusieurs films. Il va également faire venir les premières tentatives de films en relief. Il va faire toute une série d'expériences. Il va tenter des choses. Il va faire venir une adaptation d'un film d'opéra alors que le cinéma est muet. Et comme c'est quand même un petit peu problématique, il va également faire venir une cantatrice qui va chanter entre chaque bobine les airs qu'on n'a pas pu entendre. Il va également créer une chose qui semble assez incroyable pour l'époque, c'est-à-dire qu'il va installer un projecteur dans un magasin rue Victor Hugo qui va projeter des extraits des films à venir à l'Apollo. On a du mal à imaginer 1000 personnes dans cette salle, sachant qu'il y a des entr'actes. Comment est-ce que tout ce monde pouvait sortir Ça devait être un peu la cohue. Je vois encore Françoise Rosé passant à Châteauroux l'hiver 1940 pour donner quelques sketchs. J'étais dans la coulisse. Et Françoise Rosé, je la vois encore sur scène, mais rentrant dans la coulisse, que la salle est dure, disait Françoise Rosé. Donc il y a des personnages comme ça que j'ai pu voir à l'occasion. La Grande Illusion, bien sûr. Puis bien sûr, des Américains, quand même. Blanche-Neige et les 7 nains. Hein? Donc, comme tous ces vieux bâtiments, ils ont une âme. Et alors, ça m'amuse de me dire que l'esprit de Maurice Brimbal est toujours là, son fantôme. Il se déplace, peut-être même qu'il nous surveille. Et va voir des films en salle, en douce, comme un fantôme de l'Apollo. Il va créer le Gargaillou, qui va être une revue jusqu'en 1939, n'est-ce pas, mensuelle. Le Gargaillou. Alors c'est bon ça, hein. Notre premier numéro a été bien accueilli. Dire que tout le monde l'a trouvé de son goût, c'est manifestement exagéré. Il y a eu quelques grincements de dents. Et certaines camarillas n'ont rien moins parlé que de représailles envers la chaîne. Vous voyez, ça déjà d'entrée, hein. Doré a choisi un titre absolument merveilleux, parce qu'effectivement, c'est une revue d'art et de littérature, mais c'est une chronique aussi du Berry, qui paraît chaque mois, et c'est une chronique de nos régionaux, finalement. Alors, ils avaient pensé à un moment donné au feu follet, un nom comme ça. Puis finalement, ils ont décidé le Gargaillou. Pourquoi? Parce que le fruit du Gargaillou, c'est l'églantine, si je ne me trompe, et contient du poil à gratter. Et je crois que ça reflète l'esprit du Gargaillou. Il l'exprime à un moment donné dans un éditorial. Oui. La beauté du Berry, de ses terres, etc., de ses fleurs et de ses épines. Il y a le côté quand même satirique. Voilà, il y a le côté pittoresque, qui veut gentil, faire ressortir aussi. Et c'est un petit Robin des Bois, en quelque sorte, mais le cher petit Robin des Bois qui jette de la poudre. Alors, ça peut être poudre aux yeux, mais en fait, il jette du poil à gratter. Donc,
poudre aux yeux qui tombe. Alors, à la fois, on peut imaginer que ce porte-manteau, en fait, ce porte-parapluie, porte-chapeau, képi, bicorne, femme de la bonne société, etc., où, en fait, tout le monde y passe. Tout le monde va recevoir, effectivement, du poil à gratter. Et alors, on s'aperçoit que le cher petit Robin des Bois, qui est très guilleret comme ça, il porte sous son bras, il porte une plume qui dégouline, hein, la plume, l'extrémité de la plume goutte. Donc ça aussi, ça en dit long sur ce qu'on va trouver au fond à l'intérieur, et en même temps un fouet. Ce qui veut dire qu'il va à la fois encenser et à la fois lancer des piques tant qu'il pourra. Alors c'est bon ça, hein. Des bonnes gens, des bons bourgeois de 16 €. Hein, il y a tout là-dedans. Il y a des militaires, il y a des curés, il y a tout le monde, hein, là, hein, si je me trompe. Et je pense même que ce chien qui fume le cigare, qui a un beau col raide, un beau col droit et un nœud papillon, je pense que c'est une allusion à Maurice Doré, donc à Maurice Brimbal. C'est quand même pas Brimbal, parce qu'il fume le cigare, Brimbal. Et ça, j'en ai entendu parler, parce que la grand-mère... La création du Gargaillou apparaît presque comme logique dans la trajectoire de Maurice Brimbal, viscéralement attaché à la liberté d'opinion, la liberté d'expression que la République avait amenée à la fin du XIXe siècle en France. Une des intentions de Maurice Brimbal, c'est de secouer le bas berrichon, en voulant convaincre les berrichons qu'ils ont du talent. Et donc montrer que les artistes locaux produisent des écrits, des tableaux d'une valeur qui supporte largement la comparaison avec Paris, et tout en cultivant finalement la fibre traditionnelle liée à l'identité berrichonne. Il n'y a pas non plus un refus de la modernité. À propos de la langue de bois, le Gargaillou a jeté quelques troubles dans certains esprits qui redoutent de lui un parti pris politique. Rassurons ces braves gens, nous n'avons pas l'intention de favoriser un clan au détriment d'un autre. Nous planons au-dessus des ambitions personnelles et dédaignons le fumet des cuisines malpropres. Bon, on va voir que pourtant, il s'en donne à cœur joie. Là, ça devient de l'ordre, effectivement, de l'histoire de l'art, de l'histoire sociale. Ça, c'est prodigieux. Avoir réussi une telle revue, c'était un beau défi pour l'époque. Une question complexe, c'est quelles étaient les idées politiques de Maurice Brimbal. Parce qu'effectivement, dans le Gargaillou, notamment dans les années 30, hein, quand les passions politiques sont quand même très fortes en France, on sent bien que Maurice Brimbal n'est pas un adepte du Front populaire, mais sans du tout s'engager politiquement dans un parti donné. Ce n'était pas un homme de parti. Il est toujours resté indépendant sur le plan intellectuel. Hein. Alors on peut s'interroger justement sur certains articles où il y a un point de vue notamment sur les élections avec une comparaison avec les courses de chevaux. Je pense notamment aux élections où Maximence, donc d'origine juive, venant de Paris, parachuté dans l'Indre en 1928, donc apparaît sous le nom de Boucoupé lors de ces fameuses courses de chevaux qui sont une métaphore des élections législatives. Et donc effectivement, il y a des critiques à peine voilées par rapport aux origines juives de certains personnages locaux, donc y compris Maximence. Est-ce qu'on doit pour autant taxer d'antisémitisme Maurice Brimbal ? Alors je ne le crois pas. Il y avait une atmosphère depuis l'affaire Dreyfus, depuis la fin du XIXe siècle, qui finalement existe aussi pendant l'entre-deux-guerres. Et donc on en sent la trace dans certains écrits du Gargaillou, pas forcément signés de Brimbal, de cet antisémitisme culturel, plus que racial. Après 15 années et 171 numéros, le dernier Gargaillou paraît en mai 1939. Après avoir demandé la capitulation ni la servitude, connaît maintenant les conditions dictées. Eh bien, le général de Gaulle parle, je m'en rappelle fort bien. Il a une voix caverneuse, n'est-ce pas ? Ça nous paraissait, bien sûr, un message d'espoir dans soi,
mais aussi quelque chose qui n'était pas dans la réalité. L'émission ayant été terminée, le silence s'est maintenu autour de cette table et pour une fois, j'ai pu lire sur le visage de Brimbal. Il avait été saisi par le propos. Ma mère, je la vois encore, qui était assise à côté de lui, se pencher vers lui et lui dire « Mais tu crois que le général de Gaulle pourrait reconstituer l'armée française ?» Et tout de suite, Brimbal de lui dire « Mais bien sûr !» Donc, ce jour-là, j'ai compris qu'il était gaulliste. Ça semble assez cohérent par rapport à ses idées politiques d'avant-guerre, dans le sens où le général de Gaulle un peu se place au-dessus de la mêlée, loin des partis justement, au sein de la France libre, dans une forme d'unité nationale qui rassemble des Français de différentes origines et d'opinions. Et ça, il y a une cohérence avec finalement des prises de position de Brimbal antérieures. Brimbal avait parmi ses amis des amis juifs, alors on pense notamment au commerçant Katz. Dans un premier temps, il est démis d'un certain nombre de ses fonctions officielles parce qu'il est juif. Brimbal, à ce moment-là, qui lui aussi est investi dans la chambre de commerce de Châteauroux, réprouve ce qui arrive à son ami Katz. Et on a des témoignages aussi d'aide qu'il a apporté à des juifs, des réfugiés juifs persécutés à Châteauroux. Voilà. Mais de toute évidence, il se met en retrait, et de plus en plus en retrait, au cours de l'occupation. Il avait cet art de vivre, en particulier, c'est qu'il a aimé le travail, car il n'a jamais eu de temps libre dans sa vie. Et il a aimé le travail parce qu'il a su lier le travail et le plaisir. Je vois encore me serrant la main quand, à l'âge de 14 ans, je m'en vais de la famille, tâche de devenir un homme. C'est comme ça que je le vois.